Bonjour mesdames, messieurs. C'était bien de faire la transition par la question des communautés parce que ça a permis à notre invité de se fâcher avec tout le monde, avec à peu près tout le monde et en particulier avec la classe médiatique parisienne. Alors, je vais resituer Alain Soral parce que c'est la première fois qu'il vient à Radio Courtoisie. On a plutôt l'habitude, on avait en tout cas plutôt l'habitude de le voir sur des antennes de radio de gauche ou passer à Canal+, enfin sur des grandes chaînes de télévision. Et je l'ai contacté, il nous a fait la gentillesse de venir présenter son livre. Donc, Alain Soral, bon, est le frère d'une cinéaste célèbre. Oui, une comédienne. Une comédienne. Et, charmante d'ailleurs. Voilà, oui. Bon. Et il est en partie autodidacte. Il a eu un parcours qui retrace très bien sur son site. Il suffit de taper Alain Soral et on tombe dessus. Il est boxeur. Il est instructeur fédéral de boxe. Il est également sociologue. Il a été élève de Castoriadis à l'école des hautes études en sciences sociales. Et à l'origine, je pense qu'il voulait devenir sociologue. Et il s'était orienté vers l'étude des mouvements de mode. Et il avait publié un ouvrage assez remarquable au début des années 80, qui était une espèce d'essai de sociologie populaire qui s'appelait « Les mouvements de mode expliqués aux parents ». Je me souviens avoir acheté ce livre et je l'avais trouvé épatant. Comme beaucoup de monde d'ailleurs. Voilà, et je crois que ça s'était extrêmement bien vendu et il a été traduit même au Japon. Oui, au Japon. C'est ce qui a déterminé ma carrière d'écrivain parce que comme le livre a marché, je me suis senti obligé de continuer. Bien entendu. Sinon j'aurais fait sans doute autre chose. Donc Alain Soral a également est scénariste de films. Il a même été acteur dans des films. Oui, dans un film de Catherine Breillat. Et il a écrit une série d'essais et de romans, tout en évoluant petit à petit, parce qu'il n'y a pas de raison de les cacher. Il a été membre du Parti communiste au début des années 90. Il était à la cellule Paul Langevin, je ne sais pas où. Oui, dans le 5e arrondissement. Dans le 5e arrondissement. Et petit à petit, il s'en est éloigné. D'ailleurs, je t'avais fait quand même remarquer que je suis rentré j'étais marxiste par contre depuis de formation et depuis très longtemps, mais je suis rentré au PC au moment de la chute de l'URSS. Il y avait déjà une petite ironie chez moi. C'est-à-dire que je suis rentré au moment de l'échec du putsch de 91. Et puis vraiment, j'ai pris ma carte à ce moment-là. Et puis on pourrait dire une provocation intellectuelle vis-à-vis de vous-même. Je veux dire, on peut enfin être communiste maintenant que l'URSS est tombée. Et donc, on pourrait dire que quand même petit à petit il a évolué. Oui, mais c'est en ça que je suis profondément marxiste. Voilà, tout en gardant, c'est vrai, dans ses ouvrages, une analyse marxiste. Oui, enfin, rapport de classe, rapport de production, et puis surtout anti-essentialiste. C'est-à-dire, je pense que tout bouge. Mais anti-mondialiste. Oui, profondément, oui. Bon, contre les communautarismes. Oui. Moi, j'ai dans la gauche face à ses responsabilités et ses trahisons. Oui. Voilà. Parce que ça, je l'ai vécu de l'intérieur. Anti-féministe. Féministe critique, oui, parce que anti-féministe, ça veut pas dire grand-chose. Mais enfin, j'ai montré que derrière l'idéologie du féminisme, il y avait beaucoup ce qu'on appelait l'idéologie de la deuxième femme, c'est-à-dire on met les femmes au travail pour que ça devienne un marché, c'est-à-dire que ça devienne à la fois qu'elles aient un pouvoir d'achat avec un salaire et donc qu'elles deviennent des consommatrices, puisque le problème c'était l'extension du marché à partir de la société de consommation avec le plan Marshall. Et j'ai bien montré qu'il fallait intégrer la vision de la femme au travail dans cette vision globale, quoi. Voilà. Alors, il a aussi écrit un ouvrage que nos lecteurs, enfin nos auditeurs n'ont peut-être pas lu, mais enfin il y en a peut-être quand même un certain nombre qui en ont entendu parler ou qui l'ont lu, qui s'appelle Sociologie du dragueur. Oui, qui est mon œuvre maîtresse. Un ouvrage qui s'est extrêmement bien raconté et qui raconte les techniques de drague. C'est surtout une sociologie marxiste du désir. C'est ça qui est intéressant. Et puis il a écrit un certain nombre d'essais. Il y a Jusqu'où va tomber de cendre. Il y a 3 ouvrages, moi je recommanderais en particulier d'Alain Soral. Donc ce sont ces essais plutôt avec des aphorismes. C'est-à-dire mes 2 abécédaires, oui. Donc il y a Jusqu'où va-t-on descendre, c'est-à-dire que en fait la société s'écroule. Il y a Socrate à Saint-Tropez, dans lequel il y a une définition qui va tout de suite situer la question. Donc c'est 21 ou 22 avril 2002. Le 21, oui. 21 avril, le jour où les gauchistes de mai 68 ont vraiment eu peur. Voilà. Donc ça situe Alain Soral un peu paradoxal, mais
sur de très nombreux points, je pense que beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie peuvent se retrouver. Et son dernier faute de, en partie, ayant été un peu grillé, on peut le dire, avec son ouvrage Misère du désir. Oui, parce que quand on raconte des choses sérieuses, on finit par s'attirer des ennuis. Bon, il s'est mis mal avec un certain nombre de gens, oui, notamment Thierry Ardisson. Non, c'est pas que je me suis mis mal avec Thierry Ardisson, c'est que je pense que Thierry Ardisson a subi des pressions de plus en plus fortes. On lui a rapproché de m'avoir beaucoup invité et d'avoir beaucoup contribué à faire de moi un gros vendeur de livres. Et je pense qu'à un moment donné, il a préféré sacrifier ses amis que de se tomber lui-même, quoi. C'est humain. Ça s'est déjà vu par le passé. Mais je lui en veux pas. Bon, et puis notamment, Alain Soral est un ami, on peut le dire, de Dieudonné. Oui, donc là, il a encore aggravé son cas, puisque son dernier ouvrage qui s'appelle Misère du désir, qui est très bon, a été mis. Il y a une pièce qui a été tirée. Oui, qui a été adaptée, un monologue. Et qui a été présenté au Théâtre de la Main d'Or, qui est le théâtre de Dieudonné. Donc, vous voyez, assez anti-politiquement correct. Et donc, à partir de ce moment-là, l'intelligentsia parisienne, le brillant, on pourrait dire, s'acharne depuis sur Alain Soral, ce qui fait que, notamment, l'année dernière, quand il signait son ouvrage, la librairie, qui est une librairie tout à fait neutre, enfin une librairie italienne, qui a disparu depuis, a fait l'objet d'une attaque du Bétard et de la Ligue de défense juive. Voilà. Donc ça m'a paru intéressant de l'inviter pour la sortie de son livre, donc qui s'appelle Chute, Éloge de la disgrâce, qui sort aux éditions Blanches, qui sont dirigées par Frank Spengler, et dont il faut reconnaître le courage, puisque notamment il avait déjà publié Israël Shack. Israël Shamir. Excusez-moi, Israël Shamir. Qui est un peu son successeur, voilà. Parce qu'Israël Shack est mort. Oui, Israël Shamir. Ce qui avait suscité pas mal de problèmes, des procès, etc., qui sont en cours. Alors, chute. Alors, c'est chuteux, hein, point d'exclamation, comme une chute. Avec point d'exclamation. Sous-titre Éloge de la disgrâce. Et en dessous, on trouve roman. Mais en fait, c'est quand même un roman très personnel et très autobiographique, on peut le dire. Certes, mais d'ailleurs, dans l'histoire du roman, pratiquement tous les romans sérieux sont en grande part autobiographiques. Mais il y a quand même une tradition bourgeoise, c'est que l'artiste a tous les droits. Donc, dès lors qu'il écrit roman et que c'est pas écrit à la première personne, mais qu'on crée un personnage légèrement distancié, vous pouvez vous permettre de dire des choses qui tomberaient peut-être sous le coup de la loi si vous les écriviez à la première personne. Donc, puisqu'il y a des prérogatives bourgeoises, j'en use et j'en abuse. Oui. Alors, pourquoi Éloge de la disgrâce ? Parce que là vous allez comprendre assez bien, j'ai constaté en travaillant dans les médias et en voyant tomber notamment Dieudonné, ce qui m'a fait beaucoup réfléchir, qu'en fait les gens qui étaient diabolisés par ce que j'appellerais le système, qui est un terme gauchiste que j'aime beaucoup, que je revendique et que je garde, qu'on employait beaucoup dans les années 70 et qui devrait revenir. Quand le système diabolise un type, c'est qu'en général c'est qu'il gagne à être connu, quoi. Voilà. Donc moi j'ai été disgracié. Il gagne à être connu parce qu'il gêne quelque part. Oui, donc il gêne, donc il dit des choses, donc il a des convictions, un peu de courage, bon. Et moi, j'écris ce roman, en fait, Chute, où je raconte que si je m'étais tu, je serais peut-être tombé moins bas. Donc il y a l'ambiguïté de chute avec un E et sans E. Et le sous-titre Éloge de la disgrâce, parce que quelqu'un qui tombe en disgrâce prouve quelque part qu'il a sauvé son honneur, quoi. Je veux dire, donc il faut être fier parfois d'être tombé en disgrâce. Voilà, moi je le revendique, j'en suis fier. Ça me pose aucun problème. Bon, alors on a des problèmes économiques. On y retrouve un certain nombre de personnages de la presse parisienne. Oui, je me suis amusé à trafiquer un peu les noms, mais on les reconnaîtra facilement. Oui, il y a un côté pamphlet et un côté burlesque. Hein. Moi, j'écris des trucs drôles quand même. Hein. Il faut pas oublier. Hein. C'est jamais triste, même si les sujets sont parfois. Bon, mais il y a l'esprit de le journaliste ex-68 art, assez ignoble et. Oui, il y a soigneusement toutes les ficelles pour vendre. Ça, j'ai bien connu, moi, le trotskiste formé à Rouge et qu'on place dans le centre-ville pour faire ce qu'on appelle de l'entrisme, hein, ce qu'on appelait les types qui étaient, il y avait un mot établi, etc., et qui prend goût pour le champagne, puis finalement oublie complètement pourquoi on l'avait mis là, et qui surtout après pour pas qu'on puisse lui reprocher d'avoir été d'extrême gauche, passe son temps à balancer les anciens collègues qui eux n'ont pas trahi. Et ça j'en ai vu chez les trotskistes, c'est une spécialité, c'est-à-dire que les trotskistes ça n'existe même pas, c'est ex-trotskistes on doit dire.
c'est l'école de la trahison, hein. Et j'en ai vu tellement dans les médias, et je les ai tellement vu faire le sale boulot, quoi, le boulot de flic, etc., qu'il fallait qu'il y ait un personnage, il y en a même, enfin oui, il y en a un là dans le bouquin qui incarne. Et ce sont eux qui en général se cherchent de l'épuration. Ah oui, bien sûr. Donc là, ils renouent un peu. Bon, on voit bien, ça nous rappelle de certaines périodes où les types, pour oublier qu'ils avaient un peu couché avec les Allemands, ça allaient vite s'acheter une tondeuse courant 44. Ils en font toujours trop dans tous les sens, quoi. Mais je pense que c'est vieux comme le monde, hein, ça, c'est des archétypes. Je suppose, Alain Soral, que certains personnages vont se reconnaître dans votre livre. Ah ben ils se sont reconnus. Oui. Déjà reconnus. J'en ai croisé un au Flore où je mets pas souvent les pieds, et l'autre jour qui est en train de cuver là, et il m'a dit oui, je me suis reconnu dans ton livre. J'ai dit tu devrais être flatté, au moins tu passeras à la postérité. Et il a pas osé me dire tout le mal qu'il pensait de mon bouquin, mais pour moi, mais je sais qu'il avait pas aimé. Enfin, je veux dire, c'est ça aussi, ça fait partie de la morale et de la justice. Faut assumer. Moi j'ai rien contre un mec. Il y a des mecs qui me disent oui, maintenant je travaille pour Sarkozy, j'ai 4 gosses à nourrir. Bon bah. Ça c'est bien, dit comme ça c'est bien. Mais dire je travaille pour Sarkozy ou un autre parce que j'y réfléchis, finalement nous avons mené des mauvais combats où il faut devenir adulte, raisonnable, etc. J'aime pas trop ce genre de baratin. Il faut dire les choses simplement, c'est-à-dire que la vie est difficile, et les 3/4 des gens dans ce métier-là se contentent de suivre le buffet. C'est-à-dire qu'en fait leur évolution politique consiste à continuer à aller là où il y a du champagne. Voilà. Alors pendant la guerre il y avait du champagne Ulleriston, on mangeait bien le jeudi je crois, et ce qu'il faut bien, ce que j'essaie bien de faire comprendre à eux et à tous, c'est que pendant la guerre, ils y auraient été aussi, c'est ça le problème, ils vont là où il y a du champagne. En fait, ils ne font pas de politique. On appelait ça l'assiette au beurre. Voilà. Oui, c'est vieux comme le monde, mais après, ils se construisent toute une justification a posteriori, parce qu'ils n'assument pas. Moi, tout c'est un problème philosophique, c'est le problème de l'inassumé. Il faut assumer. Je veux dire, on a eu des rêves de jeunesse, on se rend compte que dans la vraie vie adulte, c'est plus difficile qu'on croyait à réaliser. Donc après, on devient humble, hein. On se dit, bon, bah, il faut manger, voilà où est le travail. Quand c'est dit comme ça, j'ai rien contre. Mais les gens qui vous disent oui, finalement j'ai réfléchi, on s'est trompé de combat, là ça me dégoûte un peu plus et ça m'agace un peu plus. Or c'est vraiment, en général, ça c'est une vraie mécanique anthropologique, c'est que la mauvaise conscience s'accompagne toujours de la mauvaise foi. Vous voyez, les gens n'assument pas de dégringoler, de déchoir par rapport à leur propre projet de jeunesse, leur propre image adolescente. C'est-à-dire qu'ils sont, en général, ils se seraient crachés à la gueule si c'était vu à 18 ans, tels qu'ils sont à 40. Et c'est ça le fond du problème. Il faut accepter d'être tout ce qui est un peu symbolisé par libération. Un totem à Glavio. Tout ce qui est un peu symbolisé par libération. J'allais demander à l'instant à monsieur Alain Soral, qu'est-ce qu'il pense du départ de Julie. Programmé de Julie, de Libération. Parce que, Libération, journal maoïste, et qui prônait, enfin, qui avait porté au pinacle le pillage de Fauchon. Oui, moi j'ai connu pas mal de types de Libé qui étaient des mecs sympas en plus, mais qui aujourd'hui est la propriété d'un Rothschild. Oui, c'est la gauche Rothschild. On fait même plus la gauche caviar, c'est beaucoup plus drôle encore, ça s'appelle la gauche Rothschild, comme ça il n'y a plus rien à dire. Mais dans ces choses-là, on fait pas de cadeaux. Et donc, comme Serge Juilly n'a pas rempli ses objectifs... Quelle est votre explication j'ai quand même vu... Alors, j'ai calculé... Moi, je l'avais annoncé son éviction il y a déjà plusieurs mois, donc une fois de plus, j'ai raison. Et ce qui est quand même incroyable, c'est... juste un aparté... Serge Juilly donc a dit qu'il ne demandait pas de stock option, enfin de prime de départ, mais qu'il demandait que son ancienneté, c'est-à-dire 15 mois de salaire. Ça représente 550 000 euros. Alors j'ai calculé, ça représente quand même, on sait maintenant combien il était payé 33 000 euros mensuels. C'est pas mal. Il paraît qu'il avait pris goût aux grosses bagnoles allemandes. Oui. Champagne. Voilà. Ouais. Non, mais ce qui est bien, c'est que en ce moment, on voit qu'il y a on est dans une phase de, je sais pas comment on dit, de kairos, d'accélération de l'histoire, où il y a une espèce de justice immanente qui s'accomplit. C'est-à-dire qu'on a attendu tellement. Je connais tellement d'anciens compagnons de route, parce que moi je connaissais Cruz, son supérieur dans la hiérarchie, dans la gauche prolétarienne, avec qui ils se sont pratiquement battus, qui était délégué CGT, et à qui ils ont filé 100 briques pour qu'il s'en aille, tellement ils voulaient plus le voir, quoi, parce que c'était leur mauvaise de croiser l'image de sa jeunesse et du type qui est resté à peu près pur, ça leur a été insupportable. Et ce qui est bien, c'est que il y a une phrase qui dit comment dirais-je, la bonne cause ne triomphe jamais, mais quand même les salauds finissent par crever, quoi. Je veux dire, et ce qui est pas mal, c'est voir que Julie après Plenel dégage aussi. Simplement, il faut pouvoir attendre 35 ans. C'est-à-dire que la justice, c'est pas un truc d'ado.
ado. Hein. Il faut pouvoir s'asseoir au bord de l'oued et attendre de voir passer le cadavre de son ennemi. Les ados, ils sont pressés. Voilà, c'est-à-dire que moi j'étais pressé, donc j'étais beaucoup plus désespéré quand j'avais 20 ans parce que ça n'allait jamais assez vite. À passer 45, je rigole un peu plus parce que je vois les mecs dégringoler, quoi. Non, mais on est quand même aussi dans un point, c'est vrai, de cristallisation. Oui, là ça fait un nœud. Bon, on voit d'ailleurs parce que le livre est plein. Le livre parle de ça. Est plein de faits d'actualité. Bon, et ça recoupe le conflit en Palestine occupée. Ça recoupe la montée de Jean-Marie Le Pen qui est au pinacle en ce moment. Et c'est pas fini. Le désaveu de la classe politique. Ce genre de choses qu'on retrouve. La faillite aussi des médias bobos, enfin des anciens médias libéraux libertaires devenus bobos. C'est-à-dire que le problème de Libé, c'est qu'en réalité ils sont tombés à moins de 80 000 jours et qu'en plus ils vivent sur un très grand pied, que le déficit était abyssal. Et c'est bien de voir que ce journal qui mentait de plus en plus et de manière de plus en plus hontée par rapport à sa base et ses convictions d'origine, à force n'a plus de lecteurs. Donc malgré tout, lentement, comme disaient, les gens votent avec leurs pieds, quoi. Y a plus personne ne l'achète. Et ça veut dire que sur le long terme, c'est quand même rassurant, c'est bon signe. Exactement comme malgré la diabolisation d'un certain Jean-Marie Le Pen, les gens finissent dans le secret de l'isoloir, comme on fait un doigt d'honneur en douce dans le dos du flic qui vous a mis le PV. Tant qu'on n'a pas enlevé l'isoloir, on pourra pas empêcher ça. Et j'ai jamais rencontré personne qui votait Le Pen dans la rue, ni autour et surtout pas dans les médias et ni à une émission de radio. Alors d'un seul coup, il est au deuxième tour. Et il y en a certains que ça peut faire marrer, et moi qui suis qui suis resté un peu gauchiste, interdit d'interdire, enfin un peu 68 heures, je veux dire que je me suis bien marré un certain 21 avril quand j'ai vu la gueule de certains se décomposer sur le plateau à l'annonce des résultats du premier tour. C'est mémorable. C'est mémorable, la figure des journalistes. Ça permet de supporter certaines choses, quoi. Oui. Il faut pas bouder son plaisir. Moi j'ai même cru que c'était parce que c'était Arlette Laguillet qui arrivait en seconde place. Étant donné la figure qu'il faisait, c'est surtout ça. Et alors, on vous déficie pas du tout politiquement, mais quand même, est-ce que ça vous pose des problèmes, ce refus des exclusives? Si vous voulez, en général, il est de bon ton qu'on en invite quand on invite un intellectuel ou un écrivain dans une émission, qu'on l'interviewe, c'est toujours qu'il y ait le petit coup de patte de l'âne contre Jean-Marie Le Pen. Et oui, ça, je crois que vous y êtes toujours refusé. Oui, même. D'ailleurs, je m'étais amusé c'est des textes qui m'ont été approchés quand j'avais fait Jean-Marie Le Pen ou le salut de la démocratie. J'avais montré la preuve qu'on est encore en démocratie. C'est qu'un patron de PME politique a pu battre une multinationale au premier tour. C'était la preuve qu'il y avait encore un peu de démocratie, parce que sinon c'était UMPS, bonnet blanc, blanc bonnet, plié à l'américaine. Et cette analyse, ce genre de truc, on me le reproche beaucoup. Enfin, c'est des trucs dont je suis fier, mais ça coûte cher. Et effectivement, moi, je me suis posé la question de Le Pen à cause de Dieudonné, pratiquement. Hein. C'est-à-dire que j'avais ingurgité toutes ces saloperies, c'est-à-dire la photo toujours prise sous le nez avec le menton mussolinien. Enfin, tu vois, j'ai jamais vu une photo de Le Pen où il a une gueule sympa. C'est-à-dire que j'imagine les types des agences de presse ou les types qui font les maquettistes, c'est 35 ans à choisir la photo où il a toujours une sale gueule. C'est-à-dire on peut faire ça avec tout le monde. Je veux dire. Et je me suis dit, c'est vrai que il y a un côté pavlovien, on gobe ça sans s'en rendre compte. Et quand j'ai vu la diabolisation de Dieudonné, qui était quand même un noir de gauche, touche pas à mon poste, j'ai vu à quelle vitesse c'est allé, sa lepénisation, je me suis dit, sur Le Pen, il faut quand même qu'on se pose des questions. Donc c'est un peu, parce que moi-même j'avais gobé, malgré mon esprit critique, beaucoup de choses sur le plan, je veux dire, le plan reptilien, le plan émotionnel, tu vois. Puis je me suis non, mais c'est certain, parce que toutes les photos, là, je l'ai montré encore dans Les Prétendants, le livre. Ça, c'est ce que pourrait faire Schneiderman, arrêt sur image, une vraie émission honnête là-dessus. Sur le Duhamel, il y en a 12, il y en a 11 qui sont sympas, qui sourient, et le 12e c'est Le Pen, et il sourit pas. Oui, mais ça pourrait être un travail de Schneiderman sur c'est comme ils ont réussi à quand ils voulaient diaboliser Milosevic ou des gens comme ça, ou même Berlusconi, il levait un peu, il le prenait de dessous avec, il disait à la foule calmez-vous, on a l'impression qu'il tend le bras. Mais les photos sont soigneusement choisies. Et c'est là où mon côté chrétien ressort, parce que un vieux communiste comme moi a forcément un fond chrétien, c'est-à-dire on n'aime pas qu'on s'acharne sur les faibles. Et je me suis dit finalement,
Le Pen, c'est finalement celui qui joue avec une paire de deux face à des mecs qui ont 5 as, quoi. Je dis, 35 ans à se faire cracher à la gueule comme ça, sans moufter, en restant debout. Un type comme ça mérite quand même le respect. Et cette phrase-là, je la tiens, je dirais de la bouche de Dieudonné. Le mec s'est posé, il s'est dit, putain, moi je dérouille depuis 2 ans pour avoir pété de travers. Il se dit, l'autre, ça fait 35 ans qu'il tient. Chapeau le bonhomme, quoi. Je veux dire, le menhir, quoi. Je veux dire, il faut quand même avoir des couilles. Je veux dire, et ça, à un moment donné, il y a des choses fondamentales qui restent, c'est un homme, quoi. Je veux dire, et je préfère un ennemi qui est un homme qu'un allié qui est une pourriture. Et moi, j'ai malheureusement, du camp où je viens, vu de plus en plus, même au PC, parce que j'ai connu les derniers moments du PC où il y avait encore des ouvriers au PC, c'est-à-dire des types avec des grosses mains qui étaient issus de la résistance et du CNR. Et puis après, on a vu petit à petit des types, ça s'est passé d'ailleurs à la fin des années 80, qui étaient en fait des profs qui regrettaient d'avoir raté la partouze de 68. Ils disaient la prochaine on la loupera pas, quoi. C'est-à-dire, et quand au PC il y a exactement les mêmes archétypes physiques qu'au PS, c'est que chez les trotskistes, c'est que c'est fini, c'est que c'est mort. Hein. Et moi j'ai vu ça se passe physiquement. À un moment donné, il n'y a plus que des profs à cheveux mi-longs qui écoutent téléphone, vous voyez. C'est pas que le mauvais groupe de rock de France. Là, la nouvelle étude là qui est partie, parce que Jacques Lang a fait une grande campagne d'adhésion sur Internet du PS, donc ils ont augmenté leurs membres. Il y a moins de 3% d'ouvriers dans la composition des militants du PS. De toute façon, les militants du PS sont constitués, je crois, 80% de retraités de l'éducation nationale. Hein, faut le savoir. Enfin, ils ont du temps pour militer. Et il faut quand même aujourd'hui admettre. Moi, je suis obligé de l'admettre parce que je fais partie de ceux qui, au PC, au début des années 90, ont dit si le PC ne renoue pas avec une tradition révolutionnaire et continue à devenir l'auxiliaire du PS, nous perdrons non seulement tous nos ouvriers, mais ils iront voter Front National. Et nous serons responsables. Donc aujourd'hui, l'immoralité absolue, ça serait de reprocher aux ouvriers de voter Front National. C'est de la responsabilité de l'appareil du PC. Hein, qui est un parti stalinien, parce que c'est un parti qui a sacrifié sa base pour sauver ses élites et son appareil, ce qui est la définition radicale du stalinisme. Donc aujourd'hui, il est évident que le premier parti ouvrier de France, c'est le FN, on est obligé de l'admettre statistiquement, et la faute à l'évolution du PC depuis les années 90. Donc moi, je suis un intellectuel de gauche honnête, et quand on jette une pierre dans mon jardin, j'insulte pas la pierre, j'essaie de chercher la main qui l'a jetée, quoi. Hein, donc, bien sûr. Voilà. Je vais vous lire... Un langage décapant. C'est le mot. Voilà. C'est le mot. Avec Emmanuel, c'est le mot. Pas trop certains de nos... Mais pas du tout. De toute façon, je pense que la sincérité, et elle est évidente chez Alain Soral, la sincérité a toujours un droit de passage. Et puis je pense que les auditeurs entendent là des choses qu'ils aiment bien. Qui ne peuvent pas leur déplaire. Monsieur Soral, donc, 2 messages. Un auditeur dit « Alain Soral n'a rien inventé. En 1904, Paul Lafargue, dans la question de la femme, évoquait déjà l'exploitation de celle-ci par le capitalisme. Éric Zemmour en a aussi parlé dans son dernier livre, Le premier sexe. » Oui, d'abord que je ferai remarquer qu'on a des auditeurs cultivés. En 1904, je n'étais pas né, donc je ne prétends rien inventer. Je suis pas un inventeur. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui essaye de comprendre ce qui se passe, de pouvoir faire des projets, c'est-à-dire d'avoir un peu d'avance, et puis d'aider les gens qui n'ont pas le temps de réfléchir et qui n'ont pas les moyens. Donc moi, je suis tout sauf un inventeur. Un inventeur, c'est plutôt un utopiste. Hein, un type Fourier était sans doute un inventeur. Moi, je prétends être un peu plus humble et sérieux que ça. J'essaie de décrypter. Donc la différence avec Lafargue, c'est qu'à l'époque, la société de consommation n'existait pas, et donc que la consommation est primée sur la production, c'est la nouveauté. C'est que à l'époque, on était dans la production utilitaire, et le rôle de la femme comme dynamiseur de consommation n'avait pas tellement de sens. Aujourd'hui, dans la consommation, on va dire de la société du spectacle, c'est-à-dire d'objets inutiles, qu'on appelle des objets transitionnels, des objets de désir, et le rôle de la femme est beaucoup plus moteur, parce qu'on s'est rendu compte que la femme était beaucoup plus dynamique dans la consommation d'objets inutiles que l'homme. On voit notamment à travers les objets de mode. Par exemple, un homme achète péniblement un pantalon par an, il faut le traîner. Une femme est plus sensible au cycle saisonnier pour l'achat de vêtements, et on s'est rendu compte, les études de marché l'ont démontré, que les femmes étaient des meilleures consommatrices que les hommes. Donc le marché s'est beaucoup plus appuyé sur la femme que sur l'homme depuis les années 60. Ça, je pense pas qu'à l'époque de Lafargue ça existait. Quant au bouquin de Zemmour, là je fais remarquer à l'auditeur qu'il faut qu'il regarde les dates. J'ai publié Vers la féminisation en 1999, qui était déjà la reprise de la deuxième partie de Sociologie de Draguer, publiée en 1996. Éric Zemmour m'a envoyé son livre Le premier sexe dédicacé, en mettant à mon prédécesseur
etc. Il n'a fait que reprendre strictement mon bouquin 10 ans après. Donc qu'un journaliste de droite intelligent et 10 ans de plus que moi à comprendre le rôle que jouait la féminisation dans ce processus d'abrutissement, c'est plutôt flatteur pour moi. Et d'ailleurs, je suis très content que le bouquin d'Éric Zemmour me permette de revendre le mien. Voici déjà un message qui est celui-là très agréable pour vous, un auditeur. Je suis très heureux d'entendre Alain Soral à Radio Courtoisie, car c'est sa place naturelle. Ces deux livres, Jusqu'où va-t-on descendre et Socrate à Saint-Tropez, sont d'une intelligence réjouissante par les temps qui courent. J'aime bien le mot réjouissante. Oui, parce que moi j'écris des bouquins drôles. Je suis pas un triste. Quant à place naturelle, en tant que marxiste, je ne sais pas ce que veut dire le mot nature, je m'en méfie terriblement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je pense que si Karl Marx revenait aujourd'hui, comme le fond même du marxisme pour moi c'est l'historicité intégrale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'essence, il est très possible qu'aujourd'hui Karl Marx serait anticommuniste et qui voterait Jean-Marie Le Pen en France. C'est tout à fait possible, parce que dialectiquement ça s'explique. Le progressisme aujourd'hui est plus chez vous qu'au PS, ça c'est certain. Alors, encore, un grand bravo à Alain Soral, aussi courageux que talentueux et drôle. Un autre auditeur, je vous suggère d'inviter plus souvent Alain Soral à Radio Courtoisie, ça décape. Par ailleurs, un auditeur dit, le vrai proverbe est « Assieds-toi au bord de la rivière et tu verras passer le cadavre de tes ennemis ». Il est de Confucius et pas d'un proverbe arabe. Oui, il a dû circuler. Il a dû circuler. Peut-être il a descendu la rivière. On le dit même en Irlande, ce proverbe. Question d'un auditeur, êtes-vous prêt à lire Guillaume Faye ? Alors Guillaume Faye, ce qui me gêne chez lui, c'est qu'il est très atlanto-sioniste, c'est ça ? Alors, il a viré, c'est ça, hein ? Il a évolué. Oui, il a évolué, disons, dans une direction inverse de la mienne. Moi, je suis plutôt, on va dire, eurasiatique. Hein. Un autre auditeur nous dit, au PC, il ne reste plus que Fossile, écrit F-O-2-S-I-L-E-S, et Marteau. Oui, c'est pas faux, oui, mais je veux dire, c'est pas grave. L'idée même de l'histoire, c'est qu'il y a des formes qui se transforment et qui ont une jeunesse, une vieillesse. C'est-à-dire que tout pantareille, comme disent les Grecs. Je crois que c'est ça. Tout se transforme. Et c'est ça l'essence même du marxisme que souvent les gens ne comprennent pas, c'est que le monde n'est pas figé. Voilà, le monde n'est pas figé. Et je ne crois pas aux essences. Je me méfie des essences. C'est-à-dire, qu'est-ce que la droite aujourd'hui, qu'est-ce que la gauche aujourd'hui ? C'est fonction de l'évolution des rapports de production, de questions qui ont évolué, notamment la question anthropologique de l'enracinement des peuples, etc., qui était très démodée dans la sociologie marxiste dans les années 60. Aujourd'hui, pour des raisons d'évidence, que Lénine appelait l'éternel retour du concret, c'est-à-dire de ce qui arrive et qu'on est bien obligé de gérer, fait que ça devient une question pertinente. Alors le problème, c'est la lâcheté et le manque de courage des fonctionnaires de la sociologie. C'est-à-dire qu'ils n'osent pas s'attaquer à ces problèmes parce qu'ils savent que ça leur poserait des problèmes de promotion de carrière, de budget, parce que ce sont des fonctionnaires. Mais moi, aujourd'hui, je me repose la question de l'enracinement, du peuple, de la nation, de la frontière. En tant que sociologue marxiste, ça me pose aucun problème, c'est ça. Or, le problème de cette science de la totalité qu'est le marxisme, c'est qu'elle accepte, c'est comme le violon, ça n'accepte pas la médiocrité, et que c'était une discipline de trop haut niveau pour les 99% de gens qui ont voulu se la coltiner. Voilà, donc il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de déchets, mais moi je reste fidèle à cette idée parce que je pense que les gens de votre bord confondent souvent gauchistes et marxistes. Alors moi mes pires ennemis, ça a toujours été les gauchistes, les trotskistes, et j'ai toujours été fier qu'on me traite en interne de stalinien. Vous voyez, rétroactivement vous comprendrez peut-être ce que ça veut dire. Mais moi j'ai toujours été très fier d'être un stalinien, et d'ailleurs on avait beaucoup d'ironie à l'époque quand on était au PC, puisqu'on avait monté avec mon ami Marc Cohen le collectif des travailleurs des médias qui s'appelait collectif Ramon Mercader et dont le symbole était 2 piolets croisés, pour vous dire comment on aimait bien les trotskistes à l'époque. Vous n'avez pas aimé, hein. Voilà, et pour situer Marc Cohen, il s'occupait de l'Idiot Interne. Il était rédacteur en chef de l'International, puisqu'on s'était tous connus autour de Jean Edernalier. C'était d'ailleurs à l'époque, ça avait beaucoup de charme, parce qu'il y avait des anards, des mecs de droite, des communistes, tout ça autour de la figure de Jean Edernalier qui avait beaucoup de défauts et beaucoup de qualités. Et je pense que la dernière fois qu'on s'est amusé, selon moi, c'est autour de l'Idiot. Après, ça a été interdit, quoi. Comment dirais-je, la centrifugeuse à esprit libre et la chape du politiquement correct s'est abattue sur le monde des gens à idées de manière
plus en plus brutal, drastique, et c'est terrible parce qu'on reconnaît plus la France, qui était quand même soi-disant le pays de l'esprit du temps de la grande nation. Et là, c'est vraiment, on est vraiment devenu le pays où l'intelligentsia est la plus bête du monde. Hein. Je pense que ça doit être plus frais en Corée du Nord. Hein. Non, mais là on voit, bon, enfin je sais pas, vous pouvez nous donner votre avis dessus, mais effectivement, bon, quand on voit l'administrateur général de la Comédie Française, Bozonnet, qui à mon avis est un ancien gaucho, il ne peut être un ancien gaucho pour avoir le poster, a interdit une pièce de Peter Handke, parce qu'il était à l'enterrement il avait assisté, bon, qui est pourtant un homme de gauche, mais un écrivain allemand, romancier, réalisateur de pièces de théâtre, etc., d'un immense niveau. Enfin, c'est quand même il est dans les 2 ou 3 plus importants écrivains allemands, d'un grand courage d'ailleurs, puisque lui a toujours condamné l'intervention américaine contre la Yougoslavie, et il avait assisté aux obsèques de Milosevic. Donc l'administrateur de la Comédie Française a interdit sa pièce. Et ce qui est extraordinaire, c'est que son traducteur en français, qui s'était solidarisé avec lui, a également été interdit par la Comédie Française. Avec pour une opinion quel argument? Ah ben c'est la, vous savez, c'est la preuve par je sais pas, on dit en latin, par la réduction, vous voyez, le plus petit dénominateur commun, donc c'est un anti-droit de l'homme, parce qu'il soutient Milosevic, qui est... Surtout qu'aller quand même à l'enterrement de quelqu'un, c'est pas soutenir, voilà. C'est soutenir un mort, on peut même aller à l'enterrement de son ennemi, c'est presque une question d'élégance, c'est-à-dire qu'on n'a même plus droit à la bonne éducation, hein. C'est-à-dire que la tartufferie et la lâcheté est telle qu'aujourd'hui, il faudrait aller cracher sur la tombe de Milosevic pour montrer qu'on en est. Oui. Il y avait un proverbe persan qui disait que même un âne peut donner un coup de pied à un lion mort, c'est ça? Oui. C'est le niveau actuel, quoi. Voilà, où est-ce que vous en êtes avec votre livre? Beaucoup d'invitations dans les télévisions, beaucoup d'interviews. Et là, ce qui est étrange, c'est que j'ai eu très peu de promos, mais ça je m'en doutais, et que là, la promo démarre, je ne sais pas pourquoi. Et l'autre jour, le journal de la 2 de 13h m'a invité. Et alors le prétexte c'était que je viens de dire du mal du mondial de football. Il se trouve qu'ils m'ont appelé à 11h moins le quart du matin, je dormais parce que je m'étais bourré la gueule la veille, et j'ai dit non, je viens pas. Donc mon éditeur était un peu catastrophé, mais je suis relativement boycotté par les médias, et 2, j'en ai un peu marre de faire le méchant de service. À la limite, j'assume totalement mon rôle de diaboliser et je m'en fous. C'est-à-dire que ma vie est ailleurs. Là, on me propose une émission que je dirais pas parce que je risque de pas y aller. Et comme je pars faire de la plongée au Baléares, je pense que je vais dire non parce que je préfère aller faire de la plongée. C'est-à-dire que je suis boycotté par les médias. 2, je m'en fous parce que de toute façon, je pense que ça me pose presque un problème maintenant de dignité d'aller servir la soupe et continuer à participer au spectacle. Je l'ai fait à un moment donné pour sortir de l'anonymat, mais maintenant ça m'intéresse moins. Et 2, je pense que la révolution est pas loin, et donc je pense que je reviendrai à la télé sur un char et en uniforme. Donc, et c'est comme ça que j'ai envie de revenir. Mais vous avez quand même envie que votre livre soit lu. Oui, j'ai envie que mon livre soit lu, mais de toute façon mes livres... Le bouche à oreille peut faire son travail, mais c'est long, Oui, mais j'ai signé pour ça. Quand j'ai soutenu... Quand on m'a proposé de soutenir Dieudonné dans les médias, il fallait que quelqu'un aille le défendre, et que j'ai accepté ce rôle. On me l'a proposé, j'aurais pu le refuser. Je savais ce qui allait m'arriver, puisque je l'avais déjà théorisé dans Sociologie, dans Socrate à Saint-Tropez. C'est-à-dire que il m'est arrivé exactement... Enfin, ce qui m'est arrivé est cohérent avec l'analyse que je fais, donc je vais pas me plaindre, il n'y a pas d'absurde. Après, ça peut être pénible à vivre quand on se fait menacer de mort, qu'on dit qu'on va violer votre femme, qu'on reçoit des courriers anonymes, que la police ne vous défend pas quand vous êtes agressé. Enfin, il y a un climat étrange en France, donc vivre les choses est difficile. Mais sur le plan des idées, j'ai pas du tout l'impression d'être dans un monde kafkaïen ou ioneskien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'absurdité, c'est cohérent. Je savais que si je prenais certaines positions, je serais viré. Et ça prouve donc que mes analyses sont valables. Ça prouve qu'il y a des réseaux puissants, des gens qui ont les moyens de vous faire virer plus que d'autres sur certains critères, sur certaines questions. Donc, je me suis sacrifié un peu comme, vous savez, un savant fou qui teste son vaccin sur lui-même. Vous voyez, c'est-à-dire que j'ai vérifié que j'avais raison. Hein, je me suis fait sortir. Et vous êtes content? Je suis pas content, mais au moins j'ai raison. C'est pas mal. Je cherche la vérité. Je suis un intellectuel. Je cherche pas forcément le confort. Etc. Les émissions, je les ai toutes faites. Hein, La Marche du siècle, et les pires en plus. C'est mon choix. Ça m'a fait marrer parce que j'ai toujours fait à la pirate. Hein, en tant que marginal de l'extérieur. Là, que ça s'arrête un peu, ça me gêne pas tant que ça. Je travaille différemment, par internet, par du réseau. Je peux que recommander le site d'Alain Soral parce qu'il est vraiment bien tenu. Oui, il y a un webmaster bénévole et très riche.
Vous l'avez donné? On trouve, qui est enrichi. AlainSoral.com. C'est AlainSoral.com, sans tirer, sans rien. Donc on fait www.alainsoral.com. On tape sur Google Alain Soral et ça sort tout de suite. Oui, il sort en premier. Et le site est extrêmement intéressant. C'est pas pour flatter notre bon, mais je trouve qu'il a une belle présentation parce que des fois c'est pas terrible. Et puis il y a des affaires. Il y a beaucoup de vidéos surtout parce que j'ai des. Là, je suis plus trop invité. Pourquoi ça, je m'en fous d'aller dans les émissions de télé? Parce que là, on m'invite par exemple au journal de 13h de la 2. On dit voilà, on vous invite, mais c'est pour dire du mal du mondial de football. C'est-à-dire qu'on m'invite, je vais toujours en service commandé, pas payé pour faire le méchant de service sur des sujets qui m'intéressent pas forcément. Et derrière, on vous dit vas-y Coco, faut le faire, c'est mieux que rien. Et, voilà. Et à un moment donné, ça m'emmerde. Vous estimez que c'est payé trop cher. Alors, j'ai plus envie de jouer à ce jeu-là. Alors que là, j'ai des gamins qui viennent me voir de 25 ans avec une caméra, qui viennent chez moi, qui disent voilà, on a un site internet où on fait des images, on vient vous faire une interview. Et les types me font une interview d'1 ou 2 heures, d'une qualité qui nous rappelle la télévision d'Alain Perfit des années 60, vous voyez, où je peux dire tout ce que je veux, et c'est consultable sur internet. Et finalement, je suis finalement un révolutionnaire conséquent, c'est-à-dire que je vois pas pourquoi le système ne veut pas de moi, je n'aime pas le système, je vois pas pourquoi je ferais le tapin pour le système, je me prosternerais ou que je pleurerais parce que le système veut plus de moi. C'est-à-dire c'est logique que le système me sorte, puisque moi-même je rêve de le sortir. Donc voilà, c'est la guerre. Cela dit, vous n'avez jamais prononcé le mot de boycott. Mais vous ne l'avez pas prononcé. Mais c'est plus subtil que ça, parce que la manière dont les médias fonctionnent. Une forme de boycott subtil à votre rencontre. Mais vous pourriez nous dire quels sont les gens, hormis Radio Courtoisie, qui ont été, dirons, sport, honnêtes et droits avec vous. Parce que ça marche pas. Alors ça marche pas comme ça. Il y a plein de gens de tous bords qui ont voulu m'inviter ou faire des papiers. Et à chaque fois, quand ils sont montés dans la hiérarchie, on leur a dit non, rien sur Soral, pas en ce moment. Les gens ont eu peur de s'attirer des ennuis. Il y a une autocensure qui est très forte. Et puis des petits trucs genre ça serait une mauvaise idée de le faire ou c'est pas le moment ou il a des casseroles et j'ai même un type. Donc vous n'avez pas eu d'encouragement. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'Alain Soral, c'est bien se défendre. Parce que un autre, sans doute, aurait été dépressif ou aurait abandonné la lutte. Et là, comme on le voit, c'est quelqu'un d'optimiste et qui se dit ça n'a pas marché aujourd'hui, mais je l'avais prévu, mais je sais qu'on va gagner demain. Non, et surtout j'ai écrit ce bouquin. Je vois bien que c'est la raison pour laquelle le personnage d'Alain Soral vous plaît. Non, mais moi j'ai écrit le bouquin Chute qui raconte quand même la déchéance de la journaliste qui a essayé de sauver à la fois son honneur et son gagne-pain et qui perd les deux. Et d'ailleurs le héros termine dans une espèce de seppuku moderne puisqu'il accepte de mourir de sodomie dans un backroom, n'est-ce pas? Parce que j'ai fait du Mishima contemporain, donc je suis allé assez loin dans l'autodérision. Et si j'ai écrit ce bouquin, c'est une catharsis, c'est pour ne pas faire de dépression, parce que le bouquin raconte exactement ce que j'aurais dû devenir si ce que mes ennemis avaient prévu pour moi s'était accompli. C'est-à-dire j'aurais dû tomber puisque j'ai pu trouver de boulot, on m'a viré de partout, traité comme un pestiféré, menacé, agressé physiquement. Attention, ratonné. Le jour où je me suis ratonné dans une librairie, le lendemain 500 libraires ont rendu mon livre parce qu'ils avaient peur qu'on leur casse leur vitrine, c'est-à-dire qu'il y a ça pèse, hein. Et bon, plutôt que d'être dépressif, j'ai écrit ce bouquin Chute, éloge de la disgrâce. Et du coup ça m'a sauvé, c'est-à-dire que je me suis distancié de mon héros, et puis moi je continue à être optimiste parce que la réalité, ce qui se passe actuellement est assez amusant, hein, les sondages, Ségolène Royal voulant envoyer l'armée dans les banlieues, enfin c'est assez drôle quand on voit tous ces renversements, ces gens qui perdent la tête, Sarkozy et Villepin qui passent plus de temps à essayer de se tuer l'un l'autre qui sont en train d'achever la 5e République, enfin je pense que des gens de chez vous doivent rigoler doucement, et donc ça va tellement mal que ça va pas si mal, hein. Ça irait mieux, ça serait bien pire, hein. C'est ce que je veux dire. Emmanuel Ratier l'a dit, mais vous l'avez dit aussi, mais à travers tous à la fois vos propos et ce que vous avez fait, au fond vous êtes un optimiste. Eh ben, je suis tellement né dans la merde et j'en ai tellement pris plein la gueule depuis ma naissance, puisque je suis orphelin, autodidacte, fils de taulard, je veux dire que je suis né, je suis assez costaud, c'est-à-dire que je me relève, je tombe et je me relève, et c'est en moi, c'est-à-dire que c'est mon côté droitier, ça, c'est-à-dire que je vis pas de subventions et de charité publique. J'ai tendance à être je suis ma propre petite entreprise, vous voyez. Compter sur ses propres forces. Voilà, je compte sur mes propres forces
Et voilà, c'est comme ça, c'est dans ma nature. Et comme disait Nietzsche, là, je sais pas quoi, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Voilà, bon, moi, ça a l'air d'être momentanément vrai. Enfin, je sais pas de quoi sera fait demain. Hein. Bon, donc j'espère que vous... message que je ne lis pas parce que je vous donne le message. Ça dira quelque chose pour vous. Un message personnel avec votre avec un email ou un courriel, donc ça ne peut pas intéresser. Donc les auditeurs. Emmanuel, oui. Si vous avez été convaincu par l'enthousiasme d'Alain Soral, vous achèterez son livre Chute, Éloge de la disgrâce, qui est sorti il y a un mois aux éditions Blanches. Dans un silence total, dans un silence de mort. Et Alain Soral donc signera son livre ainsi que d'autres précédents à la librairie Facta, qui est 4 rue de Clichy, Paris 9e, c'est juste à côté de l'église de la Trinité, samedi prochain, donc le samedi dans 2 jours, de 14 à 18h. Et le lendemain? Donc,